Vous êtes sur El Magharibia, soyez les bienvenus. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Encore merci pour votre fidélité et merci puisque les messages encore arrivent en nombre. Voilà, vous nous avez souhaité un bon anniversaire, en tout cas si on peut se le permettre. 11 années après l'existence toujours et la présence d'El Magharibia, bien sûr qui est la chaîne comme le peuple algérien a pu le scander et le scande encore aujourd'hui dans le cadre de manifestations. El Magharibia Qanat Shab, donc la chaîne du peuple, mais ce bien sûr grâce à vous, grâce à vos messages et puis toutes les informations encore une fois que vous nous transmettez, car sans vous il n'y aurait pas de chaîne. Et puis ce qui nous permet aussi d'exister, c'est ce manque de liberté de presse en Algérie. Puis on en a longuement parlé, notamment au cours de ces dernières soirées, puisque depuis maintenant 3 ans, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est en place, est au pouvoir. On va en parler ce soir sous un autre angle. Et on a évoqué notamment les détenus, mais aussi les médias et la liberté de la presse. Et si nous sommes aussi encore là, c'est parce que aujourd'hui nous avons malheureusement pas beaucoup de confrères qui font ce travail, mais qui peuvent, qui ont la possibilité de le faire. Bien sûr, certains médias comme Radio et Émergent le font en Algérie, tant bien que mal. Mais quand on sait la situation de Hassan El-Qadi, qui est un journaliste, la carrière de 4 décennies, dans la situation où il est, c'est pas simple. Donc merci à toutes et à tous. Le titre de l'émission, Nouvelle Algérie, entre guillemets, car c'est le slogan qu'avait évoqué et qu'évoque encore le président Abdelmadjid Tebboune. On va y revenir. Cette fois-ci, nous allons parler de la présence de l'armée, notamment les hauts responsables de l'armée. Il n'est pas question ce soir de remettre en question et de culpabiliser ou de rendre responsables tous ces militaires qui travaillent parfois dans des conditions pas possibles, mais on va essayer de comprendre effectivement la présence et la responsabilité des hauts responsables, des généraux, notamment dirigés par le chef d'état-major, Saïd Chengriha. Donc peut-on parler d'un état civil, puisqu'on le voit encore aujourd'hui. Le slogan « Daoula Madaniya Machi Askaria » est toujours présent. Voilà ce qu'a indiqué le président Abdelmadjid Tebboune dernièrement. La jeunesse doit être fière de son armée, l'armée l'ANP, donc héritière de l'ALN. C'est une question qui va se poser ce soir avec nos invités. La stabilité de l'Algérie grâce à son armée, a dit le président de la République. L'armée, une institution issue du peuple. Cette présence du corps militaire, on va se poser plusieurs questions. Dernièrement, on a vu aussi que l'armée était présente à l'école. Le 21 septembre dernier, c'était la rentrée scolaire. On a pu voir des images importantes. Aussi dans le milieu sportif, dans les hôpitaux, à la télévision énormément, autour notamment des responsables religieux par exemple, dans le sport, dans le cadre d'inauguration d'équipements sportifs et notamment aussi dans le cadre de rendez-vous et de relations diplomatiques. On en a parlé encore longuement hier soir. On va y revenir encore ce soir. Est-ce que l'armée prend-elle une place de plus en plus importante au cours de ces dernières décennies ou alors depuis 3 ans, c'est plutôt l'inverse, a-t-on une armée de plus en plus absente, mais en tout cas, les images et la présence que nous avons démontrent totalement le contraire. Mais peut-être que nos invités vont nous apporter d'autres éléments de réponse en Algérie, ce grand pays, le plus grand pays d'Afrique, qui maintenant a son indépendance, en tout cas territoriale, depuis 60 ans. Est-ce que entre le pouvoir militaire et le pouvoir politique, ces relations sont réellement claires? C'est une question qui se pose. Qui a réellement le pouvoir? Est-ce que c'est le président de la République, ses ministres, l'Assemblée populaire, ou est-ce que c'est le chef d'état-major et ses équipes? C'est une question qui se pose encore ce soir avec nos invités. On va évoquer bien évidemment, essayer de parler un peu d'histoire. Pourquoi en Algérie l'armée a autant de présence de par son histoire. On évoquera aussi le budget militaire, puisque le budget militaire est passé de un peu moins de 10 milliards de dollars à 23 milliards de dollars pour cette année 2023. Énorme augmentation. Ça a été voté par l'Assemblée. Le budget, donc je vous le disais, du ministère de la Défense, oui, pour 2023, atteint un niveau record de 23 milliards de dollars. On va se poser ces questions, notamment au cours des 10 dernières années.
pas moins de 103 milliards de dollars ont été alloués à l'armée algérienne. Pour en parler dans quelques instants sur le plateau, va venir nous rejoindre Hakim Taibi, militant politique, qui va nous donner aussi son analyse. On devrait avoir donc Badreddine Guelfa qui est avec nous. Est-ce que Badreddine Guelfa est avec nous? Bonsoir, si c'est le cas. Oui, bonsoir, salam alaikum, je suis avec vous. Merci infiniment, cher Badreddine Guelfa, cadre du FIS. Merci d'être présent. On va revenir avec vous, bien évidemment, sur le corps militaire en Algérie. Écrivain, ex-officier de l'ANP, il est bien placé aussi ce soir pour en parler. Habib Souadia, est-ce que Habib Souadia est avec nous? Pas encore. Donc, Habib Souadia qui va venir nous rejoindre. Sur ces quelques images, vous allez voir notamment la présence de l'armée à différents niveaux, notamment sur ses premiers plans. Vous savez qu'Emmanuel Macron, président de la République française, s'est rendu le 29, 30, 31 août dernier en Algérie avec toute une équipe, toute une armada de personnes, personnalités, ministres, entre autres, de 90 personnes. Il s'est retrouvé pour un rendez-vous pas prévu du tout. Il s'est retrouvé autour d'une table avec son homologue, le président algérien, mais pas que, avec notamment les hauts responsables, notamment Djabar Mahna ou encore le chef d'état-major, Saïd Chengriha. On regarde ces quelques images et on se retrouve tout de suite après. السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والسيد رئيس مجلس الأمة إن شاء الله بطلا لكأس الفيفا للعرب. Voilà, sur ces quelques images, on a pu retrouver ici donc le corps militaire, notamment le chef d'état-major, notamment sur cette remise de coupe dans le cadre de la victoire de la CAN. C'est pas le cas dans tous les pays. Certains pays, notamment en Occident, mais aussi dans certains pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, l'armée n'a pas autant de présence. Badreddine Guelfa, on va commencer par vous. Bonsoir. Peut-être une première réaction. Vous connaissez ce pays maintenant depuis plusieurs années. Vous êtes en Algérie. Comment vous pourriez la définir, cette armée algérienne? Et quand je dis cette armée, bien évidemment, on parle toujours des généraux et des hauts responsables. Salam alaikum. Merci encore une fois pour l'invitation. Je salue vos invités qui sont là ou qui vont venir. Et je salue aussi les téléspectateurs qui suivent votre émission. Qu'est-ce que je dois dire sur la présence de l'armée dans tous les secteurs de la vie publique ou non publique algérienne? Je crois que l'histoire de la création de l'État algérien est la cause essentielle de la présence militaire dans tous les secteurs. L'histoire, l'armée des frontières, a pu s'accaparer le pouvoir au détriment du GPRA que présidait Ben Youssef Ben Khedda rahimahullah. Et depuis ce temps-là, l'armée s'est retrouvée impliquée dans toutes les décisions politiques, économiques, sociales, diplomatiques. Et c'est ce qui, de plus en plus, ça s'est amplifié justement après le coup d'État de 1992 contre la volonté populaire après les élections, les seules élections d'ailleurs parlementaires libres et démocratiques qui sont passées en Algérie, où les candidats du pouvoir ont été pratiquement laminés par les électeurs algériens. Donc à cette époque-là, l'armée était symbolisée par le ministre de la Défense et ex-chef des armées, Khaled Nazar, ne l'oublions pas, qui a été poursuivi après par la justice militaire algérienne, et puis qui s'est retrouvé en Algérie sur
le tapis, avec le tapis rouge et avec dans l'avion présidentiel, avec bien entendu les saluts militaires. Donc les militaires, donc les généraux, avant c'était les colonels, maintenant après c'était les généraux. Donc ils tenaient le gouvernail, ils le tiennent encore plus maintenant. Mais ce qui est quand même douloureux, ce qui est triste pour nous en tant qu'Algériens, c'est que maintenant, c'est-à-dire ils le font jahar al-nahar, c'est-à-dire devant tout le monde. Ils sont là pour le football, ils sont là pour les universités, ils sont là pour les entreprises économiques, ils sont là pour la diplomatie. Mieux que ça, c'est inscrit maintenant dans cette nouvelle constitution qui a été imposée au peuple algérien après le Hirak de 2022. Donc, grosso modo, c'est ce qui explique la présence des généraux dans les affaires du pays, et ce qui explique aussi la malvie des Algériens. Tout ne va pas bien, parce que on va y revenir, comme le disait l'ex-président Ben Bella, on peut être un bon général, mais pas forcément un bon président, un bon politique. C'est maintenant, vous voyez, que tout ne marche pas, parce qu'un militaire, il t'amène les ordres, et un politique, il négocie, il discute, il voit la chose dans tous ses angles, et ce que ne peut pas faire un militaire. En plus, il y a des intérêts colossaux qui sont en jeu, et c'est au détriment du peuple algérien. Voilà ce que j'ai à dire comme entrée en matière pour votre question. Vous parlez de l'ancien général. Alors est-ce qu'il est toujours général? D'ailleurs, on ne sait pas. Khaled Nezar et puis Médiane, dit Toufir, qui ont été honorés dernièrement en juillet dernier, notamment par le président de la République. Ce sont quand même des généraux, des personnalités qui ont quand même des gros dossiers avec eux, qui ont été jugés aussi, condamnés. Vous parlez aussi du 26 décembre. Je rappelle que notamment le 26 décembre, c'était ces essais législatifs en 91. La chaîne y reviendra bien évidemment pour une couverture spéciale, puisque c'était une période importante, c'est un tournant important, et à l'époque notamment le pouvoir avait notamment évoqué le fait de sauver la République et de sauver la démocratie. On se rend compte que malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui. Je reviens à vous dans quelques instants. Badreddine Guelfa, Habib Souadia est avec nous. Oui, allô? Oui, bonsoir, cher Habib Souadia, écrivain, ex-officier de l'ANP. C'est un dossier, c'est un corps que vous connaissez bien. Une question assez simple et directe, même s'il faudrait prendre, j'ai envie de dire, plusieurs heures et plusieurs peut-être bouquins pour pouvoir évoquer cette question. Mais comment on peut la définir aujourd'hui? Les téléspectateurs qui nous regardent et qui connaissent pas spécialement le pays, notamment dans son fonctionnement d'institution, comment on peut la définir, cette armée algérienne? Elle est très présente. Comment vous pourriez en parler? Comme toujours, c'est une institution qui croit qu'elle est la colonne vertébrale de l'État algérien, de l'Algérie, et que comme ils se prennent pour je pense pour les gardiens de l'Algérie, de la révolution algérienne et du peuple algérien. Donc ils ont tout le droit sur le peuple, sur l'Algérie, sur la politique et la conduite de la politique intérieure ou extérieure. Et rien ne se fasse ou ne se fait sans que l'institution militaire ait le droit de regard sur cette politique ou sur telle politique appliquée en Algérie. Donc pour moi, j'ai toujours été clair dans ça. L'Algérie est gouvernée par l'armée. C'est pas l'armée c'est pas l'Algérie qui a une armée, mais c'est l'armée qui a l'Algérie. Et je l'ai dit ça déjà en 2000 et 2001. Les faiseurs de rois, comme on dit, les faiseurs de présidents, les faiseurs d'institutions, c'est toujours eux qui sont à la tête de l'État algérien et qui font la politique, les présidents, les responsables, les hauts responsables, même si on essaye de créer une façade civile pour paraître qu'il y a un gouvernement et un régime et un président élu par le peuple. Malheureusement, c'est pas toujours ça n'a rien changé entre
l'Algérie, comme ils le disent, l'Algérie ancienne et l'Algérie nouvelle, c'est toujours la même Algérie qu'on voit, sauf que les acteurs ont changé, c'est tout. Les acteurs des années 90, par exemple, ceux qui étaient Khaled Nazar et Tawfiq, sont partis aujourd'hui. C'est leur héritier légitime. Leur héritier légitime, c'est Chengriha, c'est Tlemceni, c'est Hassan Dia, c'est tous ces généraux qu'on trouve aujourd'hui à l'état-major de l'armée. Une question que je poserai derrière à Badreddine Guelfa pour un peu notamment donner le contexte. On est en 62, toujours pareil pour aussi éclairer les téléspectateurs et un petit peu leur donner des éléments historiques, même si c'est encore une fois une question assez vaste. Mais en 62, l'Algérie donc obtient son indépendance territoriale. Alors je dis territoriale parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'indépendance en termes de liberté, de dignité, c'est pas encore ça, selon effectivement tout ce qu'on peut entendre. Que se passe-t-il en 62? Pourquoi très rapidement l'armée prend une telle place jusqu'à dominer, selon ce que vous dites, que l'Algérie appartient à l'armée? Qu'est-ce qui se passe dans ces premières années ou cette première décennie en quelques mots? La question est pour moi? Oui, pour commencer, oui, s'il vous plaît. Oui, mais parce que, comme on dit, je le dis souvent, je le répète, à chaque fois quand il y a eu un coup d'État, le peuple il voulait sortir de ce marasme et d'avoir un État légitime. Il y a toujours les laquais de l'armée qui sont là et qui ont pris la parole à la place du peuple. On a vécu, par exemple, le coup d'État de janvier 92-91. On a trouvé tous les partis politiques qui soutenaient l'institution militaire dans sa politique éradicatrice. Et on est arrivé à un certain moment où tous les partis politiques et les personnalités politiques, certains qui ont refusé, comme Hossein Aït Hamed, qui ont refusé de marcher dans la combine des généraux, et d'autres qui se proclament démocrates, mais c'est démocrates non pratiquants, comme je les appelle en Algérie. Ces démocrates non pratiquants, ils sont là, ils soutiennent l'armée, ils soutiennent l'institution militaire dans leur politique. Il y a toujours cette catégorie de civils en Algérie, d'hommes politiques, que ce soit à l'intérieur de l'institution présidentielle, les partis politiques, la presse écrite, la presse audiovisuelle écrite et tout ça, et ces intellectuels. Et c'est cette catégorie de personnes, des juristes, des avocats par exemple, qui donnent la légitimité à ce régime. Et ils collaborent avec lui, c'est-à-dire qu'ils trouvent les moyens pour lui faire une nouvelle constitution, un nouvel habit. Et ils acceptent les ministères, ils acceptent les missions, ils acceptent à jouer le jeu de régime. Et ça a été toujours comme ça. En 91 ou 92, le régime a trouvé les laquais, comme on dit, les démocrates non pratiquants qui l'ont suivi dans sa combine et qu'on a débouché sur une guerre civile qui a coûté la vie à 250 000 Algériens et plus, excusez-moi, à 20 000 disparus. Et après, à la faillite de Bouteflika, ils ont trouvé aussi des gens qui ont applaudi Bouteflika et le régime Bouteflika et qui ont participé avec lui dans différents gouvernements, dans différentes étapes de la vie politique de Bouteflika. Aujourd'hui aussi, le régime a trouvé aussi une nouvelle génération ou d'autres visages pour l'accompagner dans la destruction et dans la destruction de l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi ces intellectuels, ces hommes de loi, ces avocats, ces militants de droits de l'homme, ceux qui se disent militants de droits de l'homme, et militants de la cause démocratique et militants de l'islam politique, ou je ne sais pas ce que toute la classe politique confondue, suivent ces généraux et suivent ce régime et lui donnent l'apparence politique. Il y a quand même tout de même des partis d'opposition qui peut-être n'ont pas leur agrément, qui ne suivent pas du tout ce régime. C'est ce qui paraît aux gens, parce que les déclarations à l'extérieur et devant les médias, c'est pas ce qu'on fait entre soi à l'intérieur et derrière avec des canaux différents.
des canons que nous ne connaissons pas. Ils sont infiltrés à l'intérieur du système. Ils essaient de collaborer, de trouver les moyens, de trouver quelques brèches pour essayer de trouver une légitimité à continuer entre être démocrate ou entre être opposant et se proclamer opposant, et en même temps, sur la table, ils jouent avec le pouvoir au jeu du parti politique qui veut le bien de l'Algérie. Restez avec nous, Habib Souadia. J'espère que je vais pouvoir vous garder encore quelques minutes. Badreddine Galfa, vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu. D'abord, vous êtes cadre du FIS, hein, alors vous le dites clairement, puisque vous n'avez jamais accepté et cautionné le fait que le pouvoir dissout le FIS. Il y a quand même pas mal, je le rappelle, pas mal de partis, en tout cas, que nous recevons. Alors, même si Soufiane Djilali, Gilles Jadid, en sens, fait un bilan plutôt positif, remarquable, extraordinaire de ces 3 premières années, c'est pas le cas notamment par exemple du MDS, de l'UCP, entre autres du RCD, de l'UDS pour citer ces quelques partis. Badreddine Galfa, d'abord vous réagir sur ce que vous avez entendu, peut-être un mot pour contextualiser. En 62, c'est cette indépendance qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent pour que petit à petit, chemin faisant, encore aujourd'hui, on va se poser cette question derrière, est-ce que depuis 3 ans, l'armée, justement, s'efface un peu plus ou c'est plutôt l'inverse? Mais dès le départ, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'armée a autant de pouvoir très rapidement en Algérie? D'abord, je suis tout à fait d'accord à ce que vient de dire c'est Habib Souadia dans son ensemble, avec une petite remarque. C'est que véritablement, ce qu'il a dit, historiquement, ça s'est passé en 92, ça s'est passé avant. Nous n'oublions pas le soutien critique du PAX à l'époque dans le régime boumedienne. Et bien entendu, en 92, c'était pareil. Sans ces partis qui se disaient démocrates, sans ces journaux, cette presse qui préférait les rentes aux dépens de la démocratie, aux dépens de la volonté algérienne, qui s'est rangée tout à fait à côté du régime de l'époque. Donc, il y a eu même des islamistes aussi qui se sont rangés au régime de l'époque. Maintenant, petit à petit, bien sûr, il y a une évolution. Alhamdoulilah, quand on voit les positions du MDS que préside Fethi Reves, ou quand on voit les déclarations du RCD, l'implication du RCD dans le Hirak populaire, il y a quand même des changements. Même au FIS, je pense, et moi je suis du FIS, il y a des évolutions qui s'adaptent à la réalité populaire algérienne d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même des changements, mais malheureusement, il y a quelque chose qui cloche. L'implication directe dans le mouvement populaire algérien reste à prouver, parce que même dans les syndicats, les syndicats ne se sont pas impliqués réellement dans le Hirak pour essayer d'arriver au but le Hirak, pour l'état de droit, pour la liberté et la justice. Maintenant, chemin faisant, comme vous dites, si Chaban, ce n'est pas à partir du 3 juillet 62, c'est bien avant le juillet 62. Souvenons-nous de l'assassinat d'Abd Ramadan Rabbi Aramo, après le congrès de la Soumam et le fameux Aoulawiyat Dakhel al-Khalj ou Aoulawiyat Siyasi al-Askari. Petit à petit, quand s'est créé l'état-major à la fin de la Révolution, l'état-major national, parce qu'il n'y avait pas d'état-major, il y avait l'Ouest, il y avait la base de l'Est, il y avait la zone autonome d'Alger. L'état-major a pris les rênes, Dakhel fi Tunis, avec une armée quand même bien équipée, une armée ils avaient, je pense, 5 milliards de francs, bien équipés, et ils sont rentrés, ils ont pris le pouvoir. Et quand on prend le pouvoir, comme le disait Bouteflika, le fauteuil,
le pouvoir, il sait qu'elle gagne douar, et ben douarhom, mais malheureusement douarhom des dizaines de millions d'Algériens avec, et jusqu'à maintenant, comme le soulignait Habib Souaidia, le pouvoir a toujours trouvé des gens qui l'accompagnaient, moyennant certains privilèges de tous bords, et c'est ce qui se passe maintenant malheureusement. Le peuple algérien a fait un divorce clair et net avec le pouvoir, et ça continue. Et ça continue. Encore aujourd'hui. Habib Souaidia, je reviens à vous maintenant. Voilà, on va consacrer cette trentaine de minutes sur notamment ces 3 années. Est-ce que depuis 3 ans maintenant, Abdelmadjid Tebboune a su se positionner notamment sur cette armée? On a une armée de plus en plus présente, notamment des généraux. Je le disais tout à l'heure, c'est pas rien puisque des anciens généraux comme Medienne et Nezar ont été honorés tout de même. Est-ce que c'est ça la nouvelle Algérie? On a un budget militaire, je le disais tout à l'heure, qui passe de moins de 10 milliards à 23 milliards de dollars pour l'année 2023. Depuis maintenant de cette élection, nomination, mise en place au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que c'est cette armée, vous la situez où? Est-ce que c'est Chengriha qui dirige le pays aujourd'hui ou est-ce que c'est politique? Je vais peut-être vous dire que ce Chengriha et les gens qui sont arrivés c'est comme Tebboune, c'est des fonctionnaires. C'est pas des gens qui ont été, par exemple, Tebboune, c'est pas un homme politique qui avait un parti politique, qui faisait de la politique. Il a été toujours, pendant toute sa carrière, il a connu Boumedienne, il a connu Chedli, il a connu Zerouer, il a connu Bouteflika. C'est un type qui a, pendant toutes ces années, il était dans l'administration algérienne. C'est-à-dire, c'est pas un homme politique ou une lumière dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il pense. Il pense que une fois que l'armée et l'armée aussi ils étaient en accord avec un ensemble, ils étaient tous les deux en accord entre Chengriha et Tebboune, ils lui ont donné cette légitimité, c'est-à-dire qu'ils sont derrière lui et que ses décisions sont prises avec ses généraux. Donc pour eux, la discipline, pour Chengriha aussi, c'était pareil. Pour lui aussi, Chengriha, depuis son arrivée, il était lieutenant-colonel pendant les années 90. Il a gravé les échelons de colonel à chef d'état-major de division, à chef de division, à chef de région militaire, et puis chef d'état, et puis chef des forces terrestres, et puis chef d'état-major. Mais Chengriha, c'est un homme, comme on dit dans l'armée, dans l'armée, on les appelle comme ça, ce genre de personnes. C'est des gens qui suivent les ordres à la lettre. C'est-à-dire, pendant les années 90, ils ont exécuté des milliers de personnes, ils ont enlevé des milliers de personnes, ils ont autorisé l'ouverture des centres de torture et des exécutions sans se poser la question à ces généraux en leur disant comment vous pouvez faire ça. Donc ils ont exécuté les ordres. C'est des exécuteurs d'ordres. Et ces gens-là, ils sont arrivés, à la fin, après le Hirak, ils sont arrivés à devenir chef d'état-major. Bien sûr, toutes les gloires, la gloire qu'ils ont eue, c'est grâce à ces milliers et ces milliers de morts algériens. Et ces gens-là, ils trouvent que pour eux, c'est des gens qui ont combattu le terrorisme et qui ont sauvé l'Algérie du terrorisme. Alors que, effectivement, les services de renseignement, à 70% des actions terroristes qui ont été commises en Algérie appartenaient aux services de renseignement. On va voir aujourd'hui si on va leur dire, par exemple,
on doit ouvrir une enquête sur, par exemple, sur le massacre de Bentalha, sur le massacre de Reis, sur le massacre de Ghilizen. On va leur demander, par exemple, d'ouvrir des enquêtes sur les milliers de disparus en Algérie. Juste des enquêtes, on ouvre juste des enquêtes, il va vous dire, vous êtes ennemi de l'Algérie, comment vous pouvez oser même poser cette question de voir qui a tué en Algérie. Alors que moi, personnellement, j'étais dans l'armée et j'étais dans l'une des unités les plus connues en Algérie, et c'est une unité de forces spéciales qui appartenait à cette armée et qui était sous le commandement de ces mêmes généraux, et parmi eux ce Chengreha. Et je disais à l'époque qu'il y avait des exécutions, j'en donnais des noms, et des exemples et de plusieurs affaires qui ont eu lieu en Algérie, et personne n'a voulu m'entendre. Tout ce qu'on dit, c'est les ennemis de l'Algérie. Les ennemis de l'Algérie, ils veulent le détruire. Bon, comment vous voulez faire entendre raison à des gens qui croient qu'ils sont des héritiers ou qu'ils ont hérité de cette Algérie-là et de son peuple et de son histoire. Mais je reviens à vous dans un instant, Habib Souadi. Badreddine Guelfa, 3 ans au pouvoir. Maintenant, si on parle un peu plus, puisque vous en parlez depuis maintenant quelques minutes, mais 3 ans au pouvoir. Nouvelle Algérie, séparation notamment des pouvoirs, des principes de la véritable démocratie, un réel équilibre entre les pouvoirs, protéger les droits des citoyens, entre autres, une indépendance de la justice. Comment vous l'avez trouvé ce président, ce chef d'État, notamment ce soir vis-à-vis de l'armée? On a vu tout de même dernièrement le chef d'état-major recevoir donc le coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité des États-Unis, Brett McGurk. Comment vous, depuis 3 ans maintenant, est-ce qu'on a une armée justement qui domine de plus en plus, qui prend de plus en plus de place jusqu'à l'école, ou est-ce qu'on a tout de même un président qui dirige ce pays comme dans d'autres États, et on a une armée qui pourrait s'effacer demain? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est Chaban, pas du tout. Hier, on était à la cour de justice de Tarouf, on assistait on attendait le verdict final pour nos amis, nos frères et nos sœurs. Certains d'entre eux étaient détenus depuis pratiquement 17 mois avec terrorisme. Je me souviens quand ils les ont pris, ils ont fait sortir les fonctionnaires. Attention, il y a des terroristes, attention. Ils ont vu le procureur et tous les fonctionnaires du tribunal de Trion étaient dehors avec des camions, tout ça pour essayer de faire peur aux citoyens algériens. 17 mois après, ils sortent acquittés. Bara'a. Il y avait des femmes et des hommes. Moi, personnellement, je suis entré à la salle. Il y avait avec nous Fethi Herres, le coordinateur du MDS, qui était témoin dans cette affaire. Il n'y avait que des gendarmes, des policiers. Personne ne pouvait entrer. J'ai pu entrer, mais 10 minutes après, un des officiers de la police est venu me voir, il m'a fait sortir, il a discuté avec moi. Je lui dis, ainsi que Fethi Herres, que الجلسات علنية c'est ça le canon, c'est ça le دستور. يقول لي الله غالب التعليمات. Donc هنا في الجزائر هذه تاع 2022 décembre 2022 ما زلنا عايشين بالتعليمات comme en 60, comme dans les années 60, 70, 80, 90. Maintenant c'est pire. يقول لك الله غالب التعليمات. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Le caméléon change de couleur, mais le caméléon يبقى caméléon. الأفعى تغير لونها بصح تبقى أفعى. Le régime est le même, le système est le même, le pouvoir est le même. Certaines personnes sont les mêmes. Hein. Souvenez-vous que le chef Juz Min al-Mukhabarat était il était maintenant il est chef de Mukhabarat. Souvenez-vous كدا واحد يدخل السجن puis il revient اللي كانوا هاربين في إسبانيا ils sont là ils ont كلش. C'est الفكر العسكري ولا العسكراتي quand il gangrène le corps d'un pays,
c'est khlas, c'est ce qui se passe en Algérie. Un simple policier qui te quand il sauve la République, il sauve, c'est-à-dire pour eux, quand ils sauvent l'Algérie, c'est sauver le système, c'est sauver les intérêts, leurs intérêts. Absolument, il y a absolument rien de changé. Mieux que ça, maintenant, il n'y a plus absolument, c'est-à-dire, même le relais, les partis اللي كانوا عندهم ما نقولش ولا انهم مش ولا les organisations qu'ils appellent de masse, les syndicats تاعهم خلاص ما بقاوش اليوم. C'est pire encore. Alors vous parlez vous évoquez bien évidemment le peuple algérien, les citoyens algériens et citoyennes qui vivent en Algérie. Quelles conséquences demain? On a vu une armée, notamment peut-être que la transmission et le savoir, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire grandir des enfants vers l'adolescence, vers l'âge adulte et construire et peut-être permettre à un État de se développer. On a vu une armée dernièrement dans les écoles. Quelles conséquences? À vous entendre tous les deux, mais les uns et les autres, notamment même juste avant dans ta viande avec Hossein Ghasmi. On a compris, on a une armée de plus en plus présente, qui domine de plus en plus. Quelles conséquences demain pour le peuple algérien? Et je rappelle, on a évoqué la diplomatie, on a aussi une armée qui dirige et qui fait de la diplomatie. Quelles conséquences demain pour le peuple algérien? C'est la sécurité ou c'est la terreur? Écoutez, cette omniprésence de l'armée partout, même les télévisions, ça risque de faire très 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 mal. Même le jeune Algérien, quand il grandit, quand il pousse, quand il étudie, la confiance en lui-même, cette jeunesse qui est quand même ambitieuse, ne pourra jamais avoir l'occasion de construire ce pays. Parce que ce que nous voulons pour notre armée, nous voulons une armée professionnelle, une armée qui peut être les autres institutions du pays qui convergent tous vers la sécurité du pays. La sécurité du pays, بالمفهوم moderne, la sécurité alimentaire, la sécurité la sécurité économique, la sécurité l'eau est devenue حاجة stratégique في العالم moderne. Donc les armées وحدهم ما يمنعوش بلاد. On a vu l'armée de Saddam Hussein comment en une journée راحت. Tant que l'armée a dit qui est normalement issue du peuple algérien, dès le moment où le peuple عنده شعور بلي هذا العسكر هو اللي يتحكم في البلاد, il y a une ما بقاتش هذيك l'osmose. Et c'est très grave pour le pays. نسألوا ربي السلامة. Je reviens à vous. Ce qu'il y a à faire, je crois que ce régime doit comprendre que le Hirak algérien a posé la problématique clairement. لازم يفهموا البلاد راهي تاع الشعب الجزائري historiquement واليوم لازم يفهموا que le meilleur moyen de sauver le pays, le meilleur moyen pour ouvrir des horizons vers l'émancipation, c'est d'ouvrir des négociations, de discuter, de voir ما هي المخارج اللي تنفع الجزائريين à l'intérieur. Il nous reste encore un peu de temps. Je reviens à vous dans un instant. Je reviens à vous dans un instant, Badreddine Guelfa. Vous avez raison, c'est vrai, depuis déjà 2019, Daoula Madaniya, Mancha Askariya, cet état civil et non militaire, continue à revenir. Habib Souadia, première question d'abord, est-ce que c'est une forme d'oppression, de hogra, de dominance, de répression d'avoir comme ça cette présence de cette tenue kaki, vert, un peu partout dans le pays auprès du peuple? Sachez qu'aussi il y a énormément encore de barrages en Algérie. Ou est-ce que c'est vraiment peut-être comme essayent de l'expliquer les différents responsables, notamment Abdelmadjid Tebboune, président de la République depuis 3 ans, en parlant notamment de sécurité. Où se situe le peuple? Comment peut-il vivre, se développer et avancer avec ces 3 années où l'armée est de plus en plus présente? C'est vrai que c'est une forme d'oppression
et toute forme d'oppression et de terreur, comme on dit, elle engendre certainement beaucoup de peur, beaucoup de frustration, et les gens vont rester avoir cette institution comme la plupart des Algériens vont se voir comme s'ils étaient dans une prison, gardés par des militaires. Et au lieu de Excusez-moi, je vous interromps. C'est quoi le but alors? C'est quoi le but? C'est d'encadrer, de diriger, d'éviter que ce pays se développe. Excusez-moi, je suis un peu dans la question un peu directe. C'est quoi l'objectif alors du président de la République, du chef d'état-major, d'être présent, donc cette forme d'oppression? C'est quoi? C'est de diriger le pays, d'éviter que ce pays se développe, que cette jeunesse elle prenne de l'élan? Non, dans une dictature, c'est la peur qui prime. Si vous envoyez vos soldats dans la rue et vous encadrez toutes les villes et tous les villages et toutes les frontières, les gens, comme je vous l'avais dit, ils vont se sentir comme s'ils étaient dans une prison. Et les gens, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur même de leur armée, de leur propre armée. Et ça, ces généraux n'arrivent pas à le comprendre. N'arrivent pas à comprendre que malgré ce qu'ils essayent de faire, l'effort qu'ils sont en train de faire, de dire que nous sommes républicaines, comme ils essayent de le dire et de le montrer à travers la télévision algérienne et la presse algérienne, ça marche pas comme ça. Et dans leur tête, ils vivent et ils sont en train de vivre les années 70, 80, 90 et malheureusement nous sommes en 2000. On est en 2022 aujourd'hui et les choses ont énormément changé. Beaucoup de choses ont changé. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que la plupart des intellectuels algériens et des hommes de loi, des juges, des journalistes donnent crédit à ce régime et essayent de lui donner une légitimité politique à gouverner et ils essayent de trouver le moyen de dire regardez le résultat de Tebboune depuis ces 3 dernières années, elles sont toutes positives. Mais c'est normal qu'elles sont toutes positives. Vu avant 2019, le président il était complètement mort. Ça fait 6 ans, 7 ans que l'Algérie n'avait pas de président, tout le monde le sait. Et tout le monde sait très bien qu'il n'y avait pas de président et qu'il n'y avait pas de politique en Algérie et que l'économie algérienne, elle était à l'arrêt, que la diplomatie algérienne, elle était à l'arrêt. Si aujourd'hui Tebboune, il vous dit, la presse, il dit que c'est positif, Tebboune, ce qui fait Tebboune positif, heureusement, il est vivant, il a il peut parler, il peut aller à l'extérieur. D'ailleurs, si vous avez remarqué. Mais politiquement, est-ce qu'il existe bien sûr, il est chef d'État, mais est-ce qu'il existe dans son rôle? Est-ce qu'il réellement, il a un pouvoir? On l'entend tout de même passer des messages de main tendue, il dit des choses, mais est-ce que réellement, lorsqu'il est présent et qu'il reçoit son diplomatie, est-ce que réellement, il a un pouvoir, ce président algérien? Je pense pas qu'il a tous les pouvoirs. Il a un pouvoir, mais il y a des lignes à ne pas franchir, comme ils le disent. Je vous fais remarquer que depuis 3 ans que Tebboune est en Algérie, on l'a pas vu visiter Tebboune, on l'a pas vu visiter, par exemple, aller à Tizi Ouzou, à Constantine ou à Oran, ou sortir dans les wilayas pour voir ce qui se passe. On l'a jamais vu, on le voit juste Tebboune à Doha, Tebboune à Moscou, Tebboune effectivement, très peu de visites et pas du tout de bain de foule. Vous êtes peut-être bien placé pour répondre à cette question. Il nous reste vraiment une petite dizaine de minutes. Première, je voudrais vraiment évoquer avec vous le budget militaire. À quoi ça rime ce budget militaire? C'est le premier budget en Algérie. L'éducation et la santé passent à la trappe. On passe de 9 milliards de dollars à 23 milliards de dollars. On est en état de guerre. À quoi ça rime ce budget? Et puis qui le décide ce budget? Alors apparemment il a été voté à l'Assemblée, mais on n'a pas plus d'éléments que ça. Selon vous, à quoi il rime ce budget? Vous venez de le dire, il y a un parlement apparemment.
Moi, je ne savais pas qu'il y a un parlement en Algérie qui vote le budget de l'armée. S'il y avait vraiment, effectivement, un parlement élu par le peuple, où il y a des députés élus par le peuple, ce budget ne passera pas. N'aurait pas été passé. Mais malheureusement, il y a toujours les moyens de fabriquer ou de faut fabriquer des institutions bidons qui tout le temps lèvent les mains. Il va servir à quoi ce budget selon vous? Je vais un peu vite car le temps passe. À acheter des avions, de nouveaux avions, à acheter de nouveaux bateaux, à acheter des nouveaux moyens de sécurité pour contrôler à l'intérieur, pour contrôler mieux le peuple à l'intérieur, puisqu'ils sont en train de moderniser aussi la sécurité intérieure et tout ce qui suit à la frontière, dans les aéroports, dans les frontières terrestres avec l'Ouest et l'Est. Et donc, ils ont besoin apparemment de beaucoup d'armements, d'acheter beaucoup d'armements, et d'acheter beaucoup d'instruments de sécurité pour s'installer durablement dans le pouvoir. Voilà ce qui à ma connaissance, ils ont triplé le budget parce qu'ils en ont besoin pour encore réarmer encore. Un dernier mot avec vous, Habib Souadia, vers quoi tend l'Algérie demain? Il reste quelques mois d'avril 2024, les prochaines présidentielles. En parlant de ces militaires, vers quoi tend l'Algérie demain? Le peuple algérien, qu'est-ce qui peut l'attendre militairement parlant, si je puis me permettre? Peut-être qu'ils sont en train de préparer une guerre. Et d'ici une année ou 2 années avec les élections, peut-être que ils vont dire que l'Algérie aussi elle va rentrer en guerre et qu'ils ont besoin d'un deuxième mandat ou d'un troisième mandat ou de ramener quelqu'un pour essayer de protéger encore l'Algérie. C'est toujours pareil. Peut-être c'est ça de leurs intentions. Voir ce qui se passe à la frontière algéro-marocaine avec le voisin marocain. Ça ne m'étonne pas qu'ils vont décider peut-être de faire une guerre ou de faire autre chose. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Habib Souadia. Je rappelle donc écrivain, ex-officier de l'ANP. Merci infiniment pour votre présence et votre fidélité. Badreddine Galfa, cadre du FIS, on va terminer ces dernières minutes avec vous. J'aimerais vous entendre sur ce budget militaire. Je le disais, c'est important. L'éducation passe à la trappe, la santé passe à la trappe, l'environnement, l'écologie. Le pouvoir d'achat, mais on a un budget militaire ici, je le rappelle vraiment, ça fait froid dans le dos, il passe de 9 milliards de dollars en 2022 à 23 milliards de dollars en 2023, et je rappelle aussi que le fonctionnement de la présidence, c'est-à-dire du président, s'est octroyé aussi, je crois, plus de deux fois son budget, et je ne parle que du fonctionnement. Donc première question, à quoi selon vous rime cette augmentation? Et puis, c'est pour démontrer peut-être quelque chose à l'extérieur, à l'international. Et puis, va-t-on vers une dérive? Est-ce que le peuple algérien, et d'ailleurs, je rappelle aussi rapidement que l'armée est nommée dans les universités, notamment 3 universités. Il y aura un responsable de l'armée dans les universités algériennes. Est-ce qu'on ne tend pas d'ailleurs l'année prochaine à ce qu'il y ait un général dans chaque université? Voilà les 2 questions, le budget et puis l'avenir pour le quotidien des Algériens. Écoutez, un budget, toujours, c'est en fonction des buts. Si le but était l'émancipation du peuple algérien, le développement, etc., on aurait vu un budget où maintenant le budget pour l'éducation serait colossal, tout ce qui concerne l'être humain ou l'homme ou l'Algérien serait kbir, etc., l'économie, etc. Mais le résumé, ce pouvoir qui est comme un pouvoir qui est guidé derrière les rideaux par certains généraux militaires, certains militaires. Donc, pour rester au pouvoir, il faut avoir de l'argent. On a de l'argent, il faut avoir les moyens militaires, les moyens sécuritaires, les moyens d'intervention, les moyens de contrôler tout ce qui bouge en Algérie. C'est ce qui explique ces 23 milliards de dollars. Et peut-être aussi, j'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets de ce régime opaque et qui vit dans l'opacité totale.
nous ne savons pas ce qui s'est passé entre le gouvernement algérien et le gouvernement russe. Pour l'achat, finalement, l'achat du matériel militaire, c'est en général, on l'achète de Russie. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la guerre de l'Ukraine, il y a plein de questions qui se posent. On peut nous permettre on peut se permettre de nous poser ces questions. Les réponses, on les verra un peu plus tard. Maintenant, ce qui attend le peuple algérien, il vit dans la misère sociale, dans la misère éducative, dans la misère humaine, dans la misère économique. Il n'y a pas de justice. Quand un juge qui est censé عنده الضمير وعنده القانون يقول لك مثلا وهذه سمعتها في les tribunaux algériens يقول لك dès le moment où le HCI, le Haut Conseil de sécurité, qui a un conseil consultatif يعني يمد رأي يقول لك a décidé que المنظمة الفلانية إرهاب donc هذاك إرهابي. Il n'y a rien. La reine d'Angleterre, la Deuxième Guerre mondiale, qui جاب عيطت لشرشيل كيفاش حال لندن détruite, كيفاش حال العدالة اوكي مليحة، قالت له دونك لانجلترا هي مليحة، العدالة هي اللي راح تبني الجزائر. ما كانش عدالة اليوم للأسف الشديد نقولوها ونعاودوها. لا جوستيس سي فريمون لتحت. Même dans les années 90, dans les années, t'as le feu, t'as le sang, t'as l'aختطاف, t'as l'inقلاب, t'as التعذيب, t'as هذا كل شيء. Il y avait des juges, je vous assure, il y avait des juges, ils تعذبوا عند la police politique des Algériens, des citoyens algériens, يخرجوا لهم des aveux هكذاك يديهم le procureur puis le juge d'instruction. Beaucoup de juges d'instruction يقول هذاك الديتونو يقول له دخلك الحبس وما يقتلوكش. Merci. شوية عندهم كوراج. Merci. اليوم خليني نكمل بعد الكلمة. خرجوا البارح مجموعة من الحراكيين وكانوا يافي 3 femmes aussi. خرجوا الحمد لله يافي لا جوا البارح في الطارف. Merci. حتى ل 1h du matin جاوا الناس. لا سوليداريتي سا سكي امبورطون. لا سوليداريتي دي الجيريان من الجي من قسنطين من سكيدا من عنابة من الطارف. Merci cher. Jusqu'à 1h. Merci, cher Badreddine Guelfa. La solidarité, ce Hira qui continue. Voilà, la nouvelle Algérie du président Abdelmadjid Tebboune. Peut-on parler d'un état civil? On l'a encore compris ce soir que l'état civil est loin d'être présent. Merci à mes invités, Habib Souadia, Badreddine Guelfa. On devait avoir Hakim Taibi qui n'a pas pu être là ce soir car il est prévu a priori pour demain. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne fin d'année. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver en début d'année. Dans quelques instants, l'édito de Djamaldine Benchenouf. Et a priori, samedi 18h30, on aura un rendez-vous Temascan autour notamment des migrants. Bonne soirée à tous.